Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'ADEME pour ce premier webinaire du coup pour présenter les mesures du plan de relance qui nous sont confiées par l'État et qui vont rythmer les prochains mois et les 2 prochaines années. L'idée de ce webinaire, c'est de partager avec vous les grandes thématiques dans le champ de la transition écologique. Vous savez du coup que dans le cadre du plan de relance porté par l'État, la transition écologique est une des trois grandes thématiques, hein, aux côtés de la compétitivité et de la cohésion des territoires. C'est une thématique pour laquelle l'enveloppe du plan de relance s'élève à 30 milliards d'euros. Et à l'intérieur de ces 30 milliards d'euros, il y a plusieurs mesures thématiques qui sont portées par l'ADEME. Ces mesures thématiques ciblent deux grandes catégories d'acteurs. Première catégorie d'acteurs, les collectivités territoriales. Deuxième catégorie d'acteurs, les entreprises et le tissu associatif, hein, qui sont les deux grandes cibles des mesures du plan de relance transition écologique portées par l'ADEME. Dans ces mesures, il y a deux types d'approches. Première approche qui sont des mesures qui prolongent des dispositifs existants, mais en les intensifiant, avec l'idée d'accélérer l'atteinte des objectifs, notamment qui sont définis dans les grandes lois qui encadrent la transition écologique. Donc la loi, par exemple, la loi anti-gaspi et économie circulaire. Alors, on trouve ce type de mesures, par exemple, du coup, dans le champ de l'économie circulaire, dans le champ de l'hydrogène, et puis dans le domaine des friches. Donc, trois domaines sur lesquels on prolonge et on intensifie des mesures existantes. Et puis, il y a des mesures nouvelles, qui sont des mesures qui adressent, qui traitent des thématiques qui jusqu'à présent étaient assez peu traitées. Donc, on a par exemple tout ce qui tourne autour de la décarbonisation de l'industrie, hein, qui est une mesure extrêmement forte qui vise à accompagner la transformation des procédés industriels pour les rendre moins impactants, hein, sur le climat, et puis des mesures plus sectorielles, par exemple sur le tourisme durable ou sur l'agriculture. Donc, au cours de ce webinaire, on va avoir plusieurs temps. Un premier temps qui va permettre de rentrer un petit peu dans les détails sur les différents dispositifs, hein, qui sera assuré par Raphaël Gerson, qui est le directeur régional adjoint de l'ADEME en Ile-de-France. Et un deuxième temps qui sera autour de la présentation de la plateforme Agir. Alors ça, c'est extrêmement important puisque c'est notre nouveau dispositif de dépôt et d'information et d'interface avec vous, hein, collectivités, entreprises qui souhaitez vous informer sur les dispositifs et déposer des projets. Donc, ça sera présenté par Grégory Faugon, hein, qui coordonne l'activité économie circulaire au sein de la direction régionale. Et ensuite, on a fait le choix de creuser deux dispositifs thématiques qui sont importants pour Île-de-France. Un premier dispositif qui est le fonds décarbonation de l'industrie, donc avec Pierre-Louis Cazot, qui est notre chargé de mission spécialisé fonds décarbonation de l'industrie, et puis le dispositif Friche, qui sera présenté par Séverine Cohuet, qui est notre responsable Friche à la direction régionale. Il y aura ensuite deux exemples de projets qui vous permettront à chaque fois de matérialiser la nature des projets qui sont attendus. Et ensuite, on ouvrira un temps de questions-réponses. Ce temps de questions-réponses est vraiment très important. On a vraiment tenu à le conserver. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, j'allais presque dire librement, hein, sur l'ensemble des questions que vous vous posez, à la fois sur le contenu, le ciblage des dispositifs, mais aussi sur les idées de projets que vous avez et qui pourront faire ensuite l'objet d'échanges plus en profondeur avec l'équipe de la direction régionale. Donc, c'est un premier webinaire. Il y aura d'autres webinaires qui auront d'autres thématiques spécialisées sur d'autres thématiques. Le prochain se déroulera le 19 janvier, mais on aura le temps de vous en parler à la fois et au cours de ce webinaire et dans la conclusion. Mais l'idée, c'est vraiment, on est assez content du résultat, parce qu'aujourd'hui, là, je vois je vois sur l'écran le compteur des participants monter. On est à 413 participants actuellement. Donc, on sent qu'il y a une vraie volonté de l'ensemble des acteurs franciliens de s'engager fermement dans la transition écologique et que le plan de relance va répondre à cette demande. Qu'on est très heureux que vous participiez, que vous soyez à nos côtés. On est surtout très impatient de recevoir les projets en préparation. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent webinaire et je passe la parole à Raphaël Gerson qui va vous présenter un peu plus dans le détail les thématiques du plan de relance. Merci Michel et bonjour à tous et heureux de vous savoir si nombreux connectés.
Donc effectivement, au cours de ce webinaire, on va rentrer un petit peu dans le détail de certaines actions phares et nouvelles du plan de relance. Mais comme le disait Michel, ce plan de relance est fait à la fois d'un renforcement de dispositifs existants et de nouveaux dispositifs. L'objectif étant de permettre à l'ADEME de continuer à soutenir l'ensemble des projets sur l'ensemble de la chaîne de maturité de ces projets. Donc, nous disposons toujours de dispositifs de soutien en amont pour les projets de R&D, pour même les projets de thèse et pour les grands démonstrateurs des investissements d'avenir. Donc ça, c'est plutôt géré par le siège de l'ADEME en concertation avec les directions régionales. Et bien évidemment, nous continuerons à soutenir les projets de déploiement via les appels à projets du Fonds Chaleur ou du Fonds Économie Circulaire. Et ça, ce sont plutôt les directions régionales de l'ADEME qui sont aux manettes. Donc, ce continuum est assuré dans le cadre de ce plan de relance. Et si on peut passer au slide suivant, un chiffre assez évocateur, effectivement, de ce plan de relance qui multiplie par plus de 2,5 fois le budget ADEME classique, puisqu'on parle d'environ 2 milliards d'euros de 2020 à 2022. Donc, je vais vous décrire brièvement la grande image, entre guillemets, avec les différentes thématiques que ce plan de relance va concerner. Et ensuite, je passerai la parole, comme l'a dit Michel, à mes collègues qui vous décriront l'interface qui a été mise en place, le fonds décarbonation, le fonds Friche, qui sont les dispositifs qui sont d'ores et déjà opérationnels, parce qu'il faut savoir qu'un grand nombre de dispositifs ne seront opérationnels que début 2021. C'est pour ça que c'est un dispositif vivant et qu'on vous parle aujourd'hui et qu'on vous reparlera en janvier avec beaucoup de nouvelles choses à vous dire et également un retour d'expérience sur les appels à projets qui se seront clôturés depuis. Et ensuite, je reviendrai en fin de webinaire pour vous faire juste un petit point sur les autres dispositifs déjà lancés. Donc, si on se lance dans cette grande image, donc je vous ai dit 2 milliards d'euros, les premiers 500 millions viennent en soutien au fonds économie circulaire, en ajout au fonds économie circulaire. Et comme vous le voyez sur le slide, concerneront plusieurs thématiques. La part belle est faite à l'incorporation de plastique et à son recyclage et à l'intégration de matières plastiques recyclées. Également les biodéchets qui seront une thématique très importante dans le plan de soutien, ainsi que les centres de tri qui seront une des priorités, puisque là je décline les lignes et on est à un fonds de 84 millions d'euros. On va également parler d'un fonds de soutien au CSR, j'y reviendrai en fin de webinaire, et également de soutien d'investissement dans les banaliseurs, dans la traçabilité REP et dans l'accompagnement de la filière plastique en général. Voilà, je vous épargne la liste très exhaustive qui vous est faite là, et je reviendrai en fin de séance sur les dispositifs qui sont déjà opérationnels. Mais voilà, il faut retenir que sur les 2 milliards d'euros, les 500 premiers millions sont consacrés à l'économie circulaire en soutien aux dispositifs existants. Si on passe au slide suivant, vous voyez une grosse partie du plan de relance des fonds associés, 1,2 milliard d'euros consacrés au fonds décarbonation de l'industrie. Donc là, effectivement, il y a plusieurs appels à projets qui sont déjà lancés. Pierre-Louis, donc notre chargé de mission, reviendra sur ces appels à projets dans le détail. Mais je tiens aussi à vous dire que le fonds chaleur reste au cœur du plan de relance, puisque ce fonds chaleur avait doublé l'année dernière et ce doublement est maintenu dans le cadre du plan de relance, avec donc environ 350 millions d'euros consacrés au soutien de projets de chaleur renouvelable. Pour les autres filières, et ça je reviendrai vous en parler en fin de séance, le fonds hydrogène qui était de 50 millions passe à 275 millions d'euros. Donc on voit que c'est vraiment un changement d'échelle pour le déploiement de l'hydrogène, avec beaucoup d'activités en Île-de-France à ce sujet. Et je reviendrai vous parler des deux appels à projets qui sont désormais ouverts sur cette thématique. Et enfin, il y a d'autres thématiques, la thématique des friches, puisque Séverine vous en parlera tout à l'heure, et puis des dispositifs qui ne sont pas encore en place, mais qui devraient l'être très prochainement. Je veux parler du soutien à la transition des artisans et des TPE-PME, du soutien au tourisme durable et du soutien à l'agriculture durable.
Donc voilà pour la grande image, entre guillemets, de ce plan de relance, de la grille de répartition de ce fonds de 2 milliards d'euros. Et je passe du coup la parole pour rentrer dans le détail. Peut-être je vais vous montrer le slide suivant qui vous récapitule le sommaire que vous a donné Michel tout à l'heure. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Grégory pour la présentation de la plateforme Agir, qui est cette plateforme qui va vous permettre d'en savoir plus sur les appels à projets. Et dans les slides qui vous seront présentés par la suite, vous verrez à chaque fois un lien avec la plateforme Agir qui vous donne toutes les informations et également les contacts si vous avez des questions. Ensuite, Pierre-Louis vous parlera de ce fonds décarbonation qui représente une grosse partie de ce plan de relance opéré par l'ADEME puisqu'il couvre 1,2 milliard sur les 2 milliards. La présentation du fonds Friche sera faite par Séverine avec les témoignages inspirants qui suivront. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour les autres dispositifs du plan de relance en cours et la conclusion. Très bon webinaire à tous. Bonjour, bonjour à tous. Je mets ma caméra normalement. Donc en entrant en matière sur ce webinaire et avant d'aborder plus concrètement les dispositifs, il est important d'avoir une bonne information sur la plateforme Agir qui a été mise en place et qui permet de gérer l'interface entre les porteurs de projets et l'ADEME. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc avec un objectif qui est très clair, qui s'inscrit en fait dans une simplification des échanges et une optimisation et une efficacité de ceux-ci. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à l'ensemble des porteurs de projets de bien identifier quels sont les dispositifs d'aide auxquels ils ont droit, de pouvoir, le cas échéant, obtenir un contact ou questionner l'ADEME de manière très directe et de pouvoir déposer les dossiers en démarche simplifiée qui correspondent aux dispositifs qu'ils ont pu identifier en fonction de leur projet. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une interface qui soit la plus fluide possible et de gagner en efficacité là-dedans. Alors, dans le temps imparti, c'était difficile de faire une démonstration sur Internet en direct. Donc, j'ai fait le choix de prendre quelques captures d'écran qui nous permettent de balayer ce qui se passe pour un porteur de projet dans cette démarche. Alors, vous avez ici l'adresse Internet agirpourlatransition.adem.fr et vous arrivez sur ce visuel qui permet d'identifier deux choses. La première, c'est la possibilité en haut à droite de créer son compte. On va y revenir. Et la deuxième, c'est clairement d'identifier en fonction de votre statut, finalement, quel est l'espace qui vous correspond. Alors, il y a un espace qui est dédié aux particuliers, c'est pas le lieu de la discussion aujourd'hui, mais en tout cas, il y a deux espaces qui sont dédiés aux entreprises d'une part et aux collectivités. Donc, ça permet déjà d'orienter directement sur les typologies de projets. Concernant mon compte, là, c'est important. En fait, ça vous permet d'ores et déjà d'entrer les quelques informations utiles qui seront directement reprises dans le cas où vous entrez un dossier après de demande de financement. Donc, moi, je vous engage évidemment à créer votre compte dès à présent. Les informations qui sont demandées sont vraiment très simples et ça vous permettra ensuite de pouvoir très facilement déposer les dossiers. Donc, dans cette session Mon compte, vous avez la possibilité évidemment de vous connecter, de créer votre compte, mais vous pouvez également retrouver des dossiers que vous auriez déjà déposés, soit dans le cadre d'appels à projets, soit dans le cadre de dossiers qu'on dit au fil de l'eau ou en gré à gré. Et donc ça, c'est déjà une information importante. La dernière, c'est la possibilité à ce niveau-là de contacter l'ADEME directement par rapport à vos questions. En termes de questions, justement, sur ce contact ADEME, ce qu'il faut bien voir, c'est que à partir du moment où vous posez une question à l'ADEME via cette plateforme, c'est tracé, c'est directement adressé pour l'Île-de-France à partir du moment où vous êtes identifié en Île-de-France, et ça arrive directement à l'ingénieur en charge du sujet. Donc, le fait d'avoir ce suivi
ce traçage et l'identification directe de l'interlocuteur, ça permet quand même de fluidifier l'échange et pas d'avoir des pertes d'informations sur des mails ou des coups de téléphone. Dans la slide suivante, on va ensuite voir comment on peut procéder pour aller déposer un dossier. Donc la première étape, c'est de rechercher les dispositifs de soutien qui sont disponibles. Donc ça, si vous êtes une entreprise par exemple, vous arrivez sur ce visuel qui vous permet d'identifier les dispositifs. Il y a 4 domaines, on va les détailler, mais qui permettent déjà de caractériser, de critériser le type de projet que vous portez. Déjà par rapport à votre statut, votre thème de projet, le domaine sur lequel vous travaillez, l'économie circulaire ou l'énergie, la localisation de votre projet, puisque là c'est une plateforme nationale, donc on peut se situer en Île-de-France, mais ça peut être dans une autre région, et puis le type de projet, on va le voir. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand on fait ce type de recherche, on peut être identifié en tant qu'association, en tant que collectivité et administration, en tant qu'entreprise, organisme de recherche. Donc déjà, ça permettra de mieux cerner les types de dispositifs qui correspondent à chacune de ces structures. Ensuite, vous pouvez identifier le thème du projet qui vous correspond. Donc, changement climatique, économie circulaire et déchets, énergie, mobilité transport, qualité de l'air, sol agriculture forêt, urbanisme bâtiment, et éventuellement d'autres sujets qui n'auraient pas été identifiés. Troisième critère possible, donc la localisation géographique du projet. Vous mettez la région dans laquelle vous êtes. Et puis enfin, vous avez la possibilité d'indiquer quel type de projet vous portez. Est-ce que c'est un projet d'étude de faisabilité par exemple, donc on coche études, un projet d'investissement, mais vous avez aussi la possibilité de cocher des projets qui relèvent de l'animation, de la communication, de la formation, ou également des projets de recherche et innovation. Donc là, alors vous pouvez sélectionner ou non ces sujets. Évidemment, si vous ne sélectionnez rien, vous allez avoir l'intégralité des dispositifs qui vont apparaître et c'est un peu plus compliqué ensuite à suivre. Alors, si on prend un cas en Île-de-France, j'ai identifié par exemple le cas entreprise, investissement, économie circulaire et déchets et Île-de-France. Qu'est-ce que l'on a comme résultat? On va le voir à la diapo suivante. Apparaît à ce moment-là l'ensemble des dispositifs qu'il est possible de mobiliser en Île-de-France. Donc ça, ce sont des informations d'aujourd'hui, de ce matin. Ça évolue. Évidemment, au regard des appels à projets que l'on sort ou des dispositifs en gré à gré que l'on propose. Aujourd'hui, il y a 7 dispositifs. Parmi les 7 dispositifs qui sont proposés, on en identifie 2. Typiquement, le premier, c'est un appel à projet sur les déchetteries professionnelles et le deuxième, un appel à projet hors place. On identifie d'ailleurs le logo France Relance qui est spécifique au plan de relance. Donc, vous avez sur le volet gauche un rappel des critères de choix. Donc, ce qui permet une bonne identification des dispositifs et de ceux que vous avez choisis. Alors, si par exemple on choisit effectivement cet appel à projet hors place, on arrive dans un descriptif synthétique. Ici, évidemment, c'est un peu petit, mais c'est juste pour illustrer. Vous avez les informations synthétiques sur l'appel à projet. Des informations un peu générales, les dates de clôture. Pour l'exemple ici, on a un appel à projet qui est sur 2 ans avec des sessions. Donc vous avez les différentes dates de clôture pendant ces 2 ans qui arrivent, 2021-2022. Vous avez ensuite la possibilité de télécharger le descriptif du dispositif, c'est-à-dire le cahier des charges qui correspond à ce dispositif. Et puis, vous avez la possibilité, enfin, de déposer un dossier. Notez que dans cette partie dépôt de dossier, qui est en bas à droite, vous avez également l'information concernant les pièces qui sont à enregistrer ou à déposer pendant le dossier. On va y revenir. Donc, si vous vous lancez dans déposer le dossier, vous allez avoir
quelques interfaces pour cocher des cases de conformité réglementaire, de réglementation liée au RGPD, etc. Des choses tout à fait communes pour les dépôts de demandes d'aide. Et ensuite, vous avez la possibilité d'entrer les informations correspondant à votre projet avec un système d'onglets de navigation qui est ici sur le côté gauche, correspondant aux caractéristiques du demandeur, les contacts. Important les contacts puisque ça vous permet éventuellement de les mettre à jour et également pour vous après dans le suivi d'un dossier qui serait subventionné d'avoir en face les contacts à jour également pour l'ADEME. La description du projet, la localisation de ce projet, des informations concernant les dépenses prévisionnelles, donc plutôt les grandes lignes de dépenses, le plan de financement, qui est également indispensable, puisque ça permet d'identifier les fonds propres, les différentes subventions qui sont souhaitées. Ça peut être l'ADEME, mais il peut y avoir d'autres financeurs par ailleurs. Et puis un onglet « Ajout de documents » qui correspond aux documents qui pourraient être demandés dans le cadre spécifique du dispositif. Donc ça peut être un document technique très spécifique à votre projet, ça peut être un document financier détaillé, mais ça peut être une délibération, ça peut être d'autres documents de ce type. Tout dépend évidemment du dispositif qui est proposé. Et enfin, une fois que tout ça est fait, que vous êtes bien assuré de la complétude de ces éléments, il vous suffit d'activer terminer et envoyer. Il vous sera indiqué si des choses manquent véritablement et donc vous ne pourrez pas envoyer le dossier et on vous indiquera à quel endroit il y aurait un manque. Mais à partir du moment où le dossier est complet, c'est bien envoyé. Ce qui nous amène à la slide suivante. Une fois que vous avez envoyé votre dossier, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez un accusé réception. Cet accusé réception, sachez-le, on en a une copie, ce qui nous permet de tout de suite identifier le fait que vous avez déposé un dossier et donc de faire le lien avec l'ingénieur qui sera en charge du suivi de ce projet. Si vous n'avez pas fait l'envoi de ce dossier, vous pouvez toujours le retravailler, les modifications sont possibles. Par contre, si vous l'avez déjà envoyé, vous ne pouvez plus le modifier, mais vous pouvez le consulter. Et ça, vous pouvez le consulter en allant dans votre compte, comme j'ai montré au début, avec « j'ai déjà déposé un dossier en appel à projet » ou « j'ai déjà déposé une demande d'aide ». Et puis à partir de là, il est possible d'avoir du coup des échanges et des informations sur le traitement de la demande, comme on le fait relativement classiquement. Donc voilà la manière dont ça se déroule sur cette plateforme qui a vraiment vocation à être l'interface la plus fluide entre vos besoins qui doivent être identifiés, les dépôts de dossiers et la manière dont nous, on peut répondre à vos questions. J'en ai fini sur la plateforme. Je resterai à votre disposition pour des questions suivantes. Quelqu'un prend la suite, je crois. Bonjour. Pierre-Louis Cazot, chargé de mission décarbonation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter le fonds décarbonation. On l'a vu tout à l'heure, c'est le fonds, un fonds très fortement doté dans le cadre de France Relance. Et je vais vous présenter les opportunités que vous pouvez saisir dans le cadre de ce fonds. Diapo suivante. Alors, pour 2021 et 2022, dans le cadre du plan de relance, vous allez avoir accès via le fonds décarbonation de l'industrie à un appel à projet global qui va regrouper tous les investissements que vous pouvez faire sur un site industriel en matière d'efficacité énergétique ou d'évolution des procédés dont l'électrification et des nouveaux usages conduisant à une émission moindre de dioxyde de carbone. Par ailleurs, le fonds décarbonation va donner des financements sur des appels à projets pour soutenir la production de chaleur peu carbonée,
que sont la production de chaleur via la biomasse, en apportant un complément de soutien qui sera un soutien en aide au fonctionnement à l'appel à projet biomasse pour les grandes industries, pour les gros projets biomasse, et en apportant un soutien à la mobilisation de combustibles solides de récupération. Je vais vous présenter dans les diapos suivantes le premier appel à projet, efficacité énergétique. Donc, cet appel à projet efficacité énergétique et décarbonation va s'ouvrir par période d'ouverture environ tous les 6 mois. Donc, 4 appels à projets successifs en 2021 et 2022. Il va concerner des projets que vous avez sur votre site industriel et uniquement sur le site de l'usine. Des projets qui peuvent, par exemple, impacter sur un périmètre un peu plus large en introduisant des transports consommant du CO2 ne sont pas l'objet de cet appel à projet. Là, on est vraiment sur le périmètre de l'usine industrielle, sur des investissements qui présentent une technologie mature. Donc, on n'est pas dans des investissements de recherche et développement qui seront supérieurs à un certain nombre de millions d'euros. Alors, j'ai mis X parce que pour le moment, c'est pas complètement fixé. Ça tourne autour de 3 millions d'euros. Le seuil minimum devrait être aux environs de 3 millions d'euros. Donc, des gros investissements qui vont être des investissements de remplacement ou de mise en place soit d'un process industriel, si vous intervenez directement sur le process consommateur d'énergie, soit d'une utilité de ce process qui, elle aussi, va être consommatrice d'énergie ou de CO2, remplacement par un équipement qui sera énergétiquement plus performant. Vous allez avoir tout le champ de la récupération de chaleur fatale qui était déjà un petit peu abondé par le fonds chaleur, mais qui va l'être de façon plus forte encore avec le fonds décarbonation, puisque on va vous donner un soutien lorsque vous trouvez une valorisation de cette chaleur fatale industrielle, soit sous forme de chaleur, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais aussi, pourquoi pas, sous forme d'électricité ou d'énergie mécanique. On va proposer de soutenir tous les nouveaux usages matières qui, d'une façon ou d'une autre, vont entraîner diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pense bien évidemment au CO2, mais il peut y avoir des usines de production, je prendrais production d'engrais par exemple, qui sont très émettrices d'autres gaz à effet de serre, comme le N2O. Si elles trouvent des solutions industrielles dans leur process qui permet d'émettre moins de N2O, ces solutions industrielles seront éligibles à l'appel à projet décarbonation. Enfin, il peut y avoir des projets de type électrification, donc passage sur le vecteur électrique, qui peuvent permettre des process beaucoup plus performants, qui intrinsèquement consommeront peut-être plus d'énergie en termes d'énergie primaire, puisque l'électricité n'est qu'un vecteur, mais peuvent au final avoir des consommations moins importantes de CO2. Donc, il y a des exemples, par exemple, de systèmes plasma, d'énergie radiante. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'utiliser l'électrification dans des process industriels. D'une façon générale, comme vous l'avez compris, cet appel à projet décarbonation va mobiliser tous les projets industriels qui conduisent d'une façon ou d'une autre à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais comme je le disais, sur le site industriel. Alors, diapo suivante. Néanmoins, tout n'est pas éligible. Faites attention à ne pas nous mettre devant le fait accompli. Toutes les opérations déjà commandées ou commencées avant la date de dépôt de demande d'aide ne seront pas éligibles. Les opérations visant à une simple mise en conformité ou à un suivi de la réglementation ne sont pas éligibles.
toutes les opérations qui vont porter sur des installations consommant les combustibles que sont le charbon et le fioul ne sont pas éligibles. On vous demandera dans un premier temps de faire une première marche qui est de remplacer ces combustibles très émetteurs de CO2 avant de venir nous voir au titre de l'appel à projet décarbonation. Les opérations qui vont concerner uniquement des équipements qui fonctionnent relativement peu, que sont les équipements d'appoint et de secours, ne sont pas éligibles non plus. Et puis, il y a un certain nombre d'opérations qui sont déjà éligibles au regard d'autres dispositifs. Donc, on pense au fonds chaleur de l'ADEME, au fonds économie circulaire. Je pense aussi, parce qu'on est souvent sollicité là-dessus, à la production photovoltaïque. La production d'électricité photovoltaïque est déjà éligible à d'autres mécanismes de financement qui peuvent être le tarif d'achat ou des appels à projets de la Commission de régulation de l'électricité, et ce n'est pas éligible au titre de cet appel à projet décarbonation. Enfin, comme je le disais au début, toutes les opérations qui vont être plutôt des opérations de pilote, de prototype, qui ont, elles, accès à des soutiens à la recherche et développement, en particulier dans le cadre des investissements d'avenir. On vous réorientera plutôt vers ce guichet investissement d'avenir que sur la décarbonation, pour lesquels on ne souhaite soutenir que des investissements qui sont technologiquement matures. Alors, il y a souvent des investissements industriels qui sont multifacettes. Donc, dans ces cas-là, bon, c'est un petit peu pour ça que derrière chaque projet à l'ADEME, on met un ingénieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me contacter. En l'occurrence, vous allez avoir mes coordonnées. Diapo suivante. Donc voilà, mes coordonnées sont en bas de cette diapositive. Pour synthétiser sur l'appel à projet décarbonation de l'ADEME, les 4 questions que doit se poser un industriel quand il envisage de candidater, c'est est-ce que mon projet va bien induire de l'efficacité énergétique ou un gain d'émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que j'ai un montant d'investissement qui va dépasser les X millions d'euros, peut-être 3 millions d'euros, mais c'est pas tout à fait sûr, qui vont être décidés d'ici quelques semaines. Êtes-vous capable, en tant qu'industriel, de prendre des décisions rapidement? On ne souhaite pas soutenir un projet qui va encore devoir être soumis à votre échelle européenne ou au board et qui n'est pas totalement validé, qui est uniquement dans les cartons. On souhaite vraiment prioriser les investissements de France Relance sur des projets qui sont vraiment des projets aujourd'hui dont vous avez besoin maintenant pour votre industrie. Et enfin, c'est un élément un petit peu technique, on va soutenir des projets qui sont des projets ambitieux par rapport aux économies d'énergie ou de gaz à effet de serre. Et donc, on va les comparer à une situation de référence qui n'est pas forcément votre situation actuelle. Et on va regarder s'il y a une réelle ambition par rapport à une situation de référence dans le projet que vous nous présentez. Je finirai au niveau de la dernière diapo que je vous présente, diapo suivante, par l'articulation de cet appel à projet décarbonation avec d'autres guichets qui existent. Vous avez sur cette diapo 4 guichets qui sont soulignés et auxquels vous pourrez avoir accès dans la présentation quand elle vous sera envoyée. Il y a des liens hypertextes derrière ces guichets soulignés. Donc, les 2 premiers guichets concernent les investissements simples et peu onéreux qui donnent lieu à des aides forfaitaires. Une première aide distribuée par l'Agence des services et paiements sur une liste prédéterminée de 18 équipements d'efficacité énergétique de moins de 3 millions d'euros, qui peut être complétée par les certificats d'économie d'énergie dits opérations standardisées. Donc là, c'est un forfait qui est calculé très facilement en fonction des caractéristiques de votre projet. Il y a 35 opérations standardisées auxquelles vous pouvez accéder par le lien présenté ici.
Et si les investissements deviennent plus complexes et plus onéreux, on va les étudier, nous, de façon plus approfondie, via cet appel à projet que je viens de vous présenter, et via un complément de certificat d'économie d'énergie qu'on appelle les opérations spécifiques, qui vont nécessiter une instruction plus approfondie qu'une simple règle de calcul des opérations standardisées des certificats d'économie d'énergie. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de cet appel à projet décarbonation. Bonjour, donc Séverine Coët, donc chef de projet Cité Sol Pollué et responsable de la reconversion des friches polluées. Donc je vais vous présenter le fonds pour le financement des opérations de recyclage des friches urbaines et plus particulièrement du foncier déjà artificialisé. Donc ce fonds dispose d'un budget de 300 millions d'euros étalé sur 2 ans et décliné en 2 principales mesures. Donc la première concerne le recyclage foncier pour des projets d'aménagement urbain ou de relocalisation d'activités au cœur de ville et en périphérie urbaine. Donc ce dispositif est sous la responsabilité de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, mais sera piloté par les préfets de région et a un budget de 250 millions d'euros. Donc, le cadrage national du ministère a été fourni aux préfets de région le 27 novembre. Donc, les préfets de région auront maintenant à lancer leur propre appel à projet. Donc, il y aura 2 appels à projet. Le premier, il va sortir d'ici quelques jours, et le deuxième sera lancé à la fin de 2021. Donc ensuite, le deuxième dispositif concerne la dépollution des sites pollués, qui est sous la responsabilité de l'ADEME, avec un budget de 40 millions d'euros. Donc, il y aura également le lancement de 2 appels à projets. Le premier est ouvert depuis le 6 novembre 2020 et sera clôturé au 25 février 2021. Et le deuxième sera lancé en octobre 2021. Donc, sur les 300 millions d'euros, il reste 1 million d'euros qui est consacré à l'aide au développement d'outils numériques d'observation du foncier, qui est porté par le CEREMA. Donc, ce fonds est cohérent avec les orientations nationales pour atteindre le zéro artificialisation nette. Ce qu'il faut noter sur cette slide, c'est que ce fonds concerne 2 dispositifs qui ont chacun leur propre appel à projet, mais avec un lancement des appels à projets selon la même temporalité. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'appel à projet ADEME concerne les travaux de dépollution à mener dans le cadre de projets de reconversion de friches industrielles ou minières polluées. Ce qu'on entend par friches industrielles, ce sont des sites ayant disposé d'un arrêté préfectoral d'exploitation. Donc, ça peut être des installations classées pour l'environnement ou des installations ou activités qui ont disposé d'arrêtés préfectoraux d'exploitation antérieurs à la loi de 1976 concernant les ICPE et pour des activités dites dangereuses, insalubres ou incommodes. Par exemple, pour tout ce qui est activités comme les industries chimiques, les mégisseries, donc ça c'est le traitement de la peau, les traitements de surface, les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules. Ne font pas partie du scope de l'appel à projet ADEME les anciennes activités ferroviaires, les activités n'atteignant pas le seuil minimum de la réglementation sur les ICPE. Donc, les installations classées pour l'environnement sont fixées par une nomenclature qui est un tableau qui a plusieurs rubriques et sous chaque rubrique, en fait, il y a des seuils. Et en fonction des seuils, l'activité est déclarée ICPE ou pas. Donc, par exemple, pour les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules, en fonction de la surface, cette activité est déclarée ICPE ou pas. Slide suivante. Merci. Alors, tous les territoires sont concernés par l'appel à projet. En priorité, là où le marché fait défaut, pour les collectivités engagées dans les programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain ou Territoires d'industrie. Tout type de projets sont éligibles, que ce soit du renouvellement urbain ou la relocalisation d'activités, mais également les usages alternatifs comme les projets de renaturation ou le photovoltaïque.
Donc, tout type de porteur de projet peut candidater avec cependant un ordre de priorité. Donc, sont prioritaires les petites et moyennes collectivités, ainsi que les porteurs de projets pour des usages alternatifs. Viennent en deuxième les aménageurs publics, les établissements publics fonciers d'État ou locaux, les bailleurs sociaux. En troisième, les aménageurs privés. Et enfin, en quatrième, les promoteurs immobiliers. Slide suivante. Alors, l'appel à projet comporte 2 volets pour l'édition 2021. Donc, il y a un volet études et un volet travaux. Concernant le volet études, sont éligibles les diagnostics de sol lorsque ceux-ci sont inclus pour des sites dits clés en main du cadre du territoire d'industrie. Donc, c'est un dispositif, en fait, le dispositif clé en main, c'est un dispositif qui permet aux investisseurs d'avoir des données sur certains sites dits prioritaires. Donc, c'est des sites pour lesquels il y a déjà des diagnostics, par exemple, de faune et flore, d'archéologie. Et via cet appel à projet, on pourra également leur fournir des diagnostics de sol pour avoir un état des lieux de la pollution. Donc, sont concernés aussi par le volet études, donc les études préalables aux travaux de dépollution. Donc, les plans de gestion, donc c'est ce qui permet de faire un bilan coût-avantage des techniques de dépollution à mettre en œuvre. Et les plans de conception de travaux, donc c'est un peu ce qui permet de dimensionner la technique sélectionnée via notamment la réalisation d'essais pilotes ou d'essais au laboratoire. Donc, l'objectif de ce volet études, c'est d'obtenir en fait un projet mature pour l'édition 2022 de l'appel à projet. Enfin, le compartiment travaux, c'est le cœur de l'appel à projet pour lesquels l'ADEME a déjà fait plusieurs appels à projets depuis 10 ans. Donc, il concerne le financement de travaux de dépollution de sol et des eaux souterraines, compléter le cas échéant par des travaux de déconstruction et de désamiantage dans le cas de dépollution de sol ou d'eau, ou des travaux de restauration ou d'aménagement des milieux, notamment dans le cadre de projets de reconversion ayant un enjeu d'adaptation au changement climatique ou de biodiversité. Donc, tous les travaux de dépollution sont éligibles, que ce soit en place, donc c'est-à-dire que les terres ne sont pas excavées, mais il y a un traitement directement dans le sol, ou sur site. Donc là, les terres sont excavées, mais le traitement se fait sur site ou hors site. L'édition 2022 sera consacrée uniquement au volet travaux. Slide suivant, merci. En termes d'exigence, donc le responsable de la pollution ne doit pas être identifié ou ne peut être astreint réglementairement à supporter les coûts de dépollution, conformément au principe du pollueur-payeur. Les études préalables aux travaux doivent avoir été conduites ou être conduites conformément à la méthodologie Sites et sols pollués de 2017. Donc, ce qui veut dire que pour les projets de travaux, il faut fournir dans le dossier de candidature un plan de gestion postérieur à 2017. Pour le compartiment travaux, les projets doivent être matures, c'est-à-dire disposant de caractéristiques techniques, économiques, financières et d'un planning défini. Les marchés ne doivent pas avoir été notifiés avant le dépôt de dossier et ils doivent avoir un objectif de démarrage au second semestre 2021 et au plus tard au premier semestre 2022. Concernant le dépôt, pour les études, donc il faut les déposer via l'adresse mail suivante, donc aap.friche@adem.fr. Pour les travaux, sur la plateforme Agir pour la transition de l'ADEME. Slide suivante, s'il vous plaît. En termes de nature et d'intensité d'aide, donc il n'y a pas de plafond d'assiette pour les travaux et l'intensité d'aide est comprise entre 35 et 55%. Pour les études, donc il y a un plafond de 50 000 € pour le diagnostic, de 100 000 € pour les plans de gestion et les plans de conception de travaux. Et l'aide est comprise entre 50 et 70% du montant maximum. Slide suivante. Alors, sont exclus du périmètre les mises en sécurité de sites à responsable défaillant, encadrés par la circulaire de mai 2011, les sites pollués par des substances radioactives, des agents pathogènes ou infectieux, ainsi que par l'amiante, la gestion des engins pyrotechniques, les friches agricoles et les anciennes décharges,
les friches non polluées ou les friches sans projet de reconversion, le désamiantage et la déconstruction de bâtiments lorsqu'il n'y a pas de dépollution de sol ou d'eau, la gestion des déblais contaminés par des morceaux de fibrociment. Il n'y aura pas d'aide apportée à des sites propriétés de l'État et pas d'aide apportée en absence de déficit opérationnel. Donc un bilan des recettes et des dépenses sera demandé dans le cadre de l'appel à projet. Slide suivante. Alors, vous l'aurez compris, le fonds friche, ça concerne deux dispositifs. Donc, il y a le dispositif recyclage foncier qui a un objectif de couvrir tout ou partie du déficit du bilan d'opération. Il concerne tout type de friches, donc des friches polluées et ICPE inclus, pour un usage de renouvellement urbain ou de revitalisation économique. L'appel à projet ADEME, lui, est consacré uniquement aux travaux de dépollution pour des sites ayant été exploités par des ICPE ou des activités minières et a un objectif de couvrir tout ou partie des dépenses de dépollution. Ces deux dispositifs peuvent être complémentaires lorsque l'aide de l'ADEME n'est pas suffisante pour combler la totalité du déficit d'opération. Dans ces cas-là, un porteur de projet peut candidater aux deux dispositifs. Slide suivante. Alors, lorsqu'on a un projet de reconversion, la première question à se poser, en fait, c'est est-ce que la friche est polluée ou pas? Si la friche n'est pas polluée, dans ce cas-là, il faut candidater à l'appel à projet recyclage foncier. Si la friche est polluée et qu'elle a été exploitée par un ancien site, elle a été exploitée par une ancienne installation classée pour l'environnement ou une activité minière, dans ces cas-là, il faut se poser la question si le projet dont le déficit d'opération est tel qu'une aide à la dépollution est suffisante ou pas. Si oui, dans ces cas-là, il faut candidater simplement à l'appel à projet ADEME. Si ce n'est pas le cas, on peut candidater aux deux appels à projet. Si le site est pollué et qu'il n'a pas été exploité par une ancienne activité ICPE ou minière, dans ces cas-là, il faut simplement candidater à l'appel à projet recyclage foncier. Slide suivante. Donc, voici une petite synthèse des types de dépenses que couvrent les deux dispositifs. Donc, le dispositif recyclage foncier couvre toutes les dépenses d'acquisition, de remise en état du foncier, y compris de dépollution de sol et d'eau, et il couvre aussi les dépenses d'aménagement dans le cas où il y a un déficit opérationnel. Donc, un déficit opérationnel, c'est lorsque les recettes sont insuffisantes. Pour l'appel à projet ADEME, donc les types de dépenses qui sont couverts sont les travaux de déconstruction et désamiantage s'il y a une dépollution des sols ou des eaux. Donc les dépollutions des sols et des eaux, qui est la cible de l'aide de l'ADEME. Et l'aménagement et la construction sont finançables s'il y a dépollution des sols et uniquement dans le cas de refonctionnalisation des sols, c'est-à-dire qu'on rend fertile le sol. Voilà, c'est terminé. Alors, nous allons maintenant vous présenter un témoignage.
Monsieur Le Biavant, êtes-vous là? Je suis là. Bonjour à tous. Je vais mettre ma caméra. Donc, bonjour à tous. Je ne vais pas réexpliquer un petit peu ce qui a été dit dans la vidéo, mais je dirais que notre site, comme vous l'avez compris, est un site gazo et électro-intensif, donc avec de forts enjeux pour maintenir une compétitivité industrielle sur le sol français. Et donc, cela fait quelques années maintenant que nous essayons de saisir les opportunités de soutien à nos projets, notamment autour de l'énergie. Ce projet de 2016 consistait à faire de la récupération d'énergie fatale. Ça a été un gros travail, je dirais, à la fois technique, mais aussi pour comprendre tous les mécanismes pour monter un dossier correctement, pour aller chercher des aides qui sont quand même très importantes pour avoir amélioré la rentabilité de ces projets. Et donc, c'est à ce titre aujourd'hui que je trouvais intéressant de partager un petit peu notre expérience des relations avec l'ADEME, qui, au travers de ce projet de 2016, mais également de ce que l'on a fait sur le plan de relance et l'appel à projet sur la décarbonation, nous a fortement aidé à accomplir ce parcours qui peut être un parcours du combattant si on n'a pas la capacité à aller chercher les bonnes informations auprès de l'ADEME et notamment, moi je tiens à remercier ici Monsieur Cazot qui a été fortement impliqué dans ce travail avec nous. Et donc à travers toutes les explications nécessaires, lever un peu toutes les difficultés dans la bonne gestion du montage du dossier pendant toute la durée. Et parfois, la complexité vient à la fois du montage du dossier lui-même et des timings qui peuvent être assez contraignants dans la réponse à un appel à projet. Et donc, on a besoin d'aller assez vite, de façon efficace, et on a donc besoin de tous les conseils techniques pour répondre aux attendus du projet. Et parfois, ça peut nécessiter vraiment du temps. Et là, vraiment, on peut gagner du temps avec un échange direct avec notre interlocuteur. Et puis, il y a aussi la gestion des différents mécanismes qui peuvent se cumuler, notamment, je pense, au C2E dont on a parlé dans les présentations qui ont précédé, et la nécessité d'avoir quelque chose de vraiment très cohérent, et donc la possibilité aussi de l'ADEME d'échanger en tripartite avec l'industriel qui fait son projet et également l'organisme qui va servir aussi à monter les conventions C2E. Donc, l'autre intérêt qu'on a eu et qu'on a rencontré avec notre interlocuteur, c'est d'avoir en face de nous quelqu'un qui a une très bonne compréhension de la problématique industrielle et donc qui va rapidement nous orienter sur ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire et comment peut-on le faire. Donc voilà, c'était un peu ça qui était pour moi le message que je voulais partager avec les éventuels porteurs à projet, c'est que quand on monte un dossier comme ça, il faut vraiment très rapidement partager ça avec votre interlocuteur ADEME et aller chercher tous les moyens de gagner du temps dans ce montage de dossier pour le rendre efficace et performant et éventuellement plus facilement compréhensible à la lecture lorsqu'ils vont examiner les critères et décider du soutien ou non. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des messages. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre ultérieurement.
Merci. Monsieur Vera Navas, si vous êtes connecté pour le témoignage. Hop. Bonjour à tous. Donc Guillaume Vera Navas, je suis le responsable de la mission environnement et développement durable de la ville de Pantin. Et donc oui, je voulais à mon tour présenter un cas de terrain pratique concernant l'appel à projet sur la reconversion des friches polluées qui du coup a grandement aidé sur un projet d'aménagement de la ville de Pantin. Alors, par contre, je vais couper ma webcam car je crois que j'ai pas une grosse bande passante. Voilà, donc c'est parti. Donc, le cas concret que je voulais vous présenter, c'est celui du parc d'Hydro, donc à la ville de Pantin. Donc, pour rappeler, la ville de Pantin se situe donc en Seine-Saint-Denis, hein, dans l'agglomération parisienne. On est donc dans un environnement urbain dense. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc là on voit le parc d'Hydro tel qu'il existait il y a encore peu avant le début des travaux. Donc ce parc se situe dans le quartier des Quatre Chemins, qui est un quartier populaire inscrit dans les périmètres de la politique de la ville et du programme de rénovation urbaine, qui fait 1,5 hectare, qui a été créé en 1983 sur des anciens terrains industriels réhabilités en 2003. Donc, il jouxte une école maternelle au nord-est, de l'habitat collectif dense à l'ouest et au nord, c'est-à-dire à votre droite sur le slide, où on voit des immeubles d'un bailleur social et de son parc privé. C'est-à-dire que le petit bout de parc à droite ne fait pas encore partie du parc municipal. Et d'anciens sheds industriels désaffectés au sud-ouest, qui correspond à la petite parcelle triangulaire à gauche de la diapo. Ses principaux équipements, c'est un city-stade et puis une aire de jeu de 1250 m². C'est-à-dire c'est les deux zones en rose qui apparaissent sur le plan. Et on reviendra plus spécialement sur l'aire de jeu tout à l'heure. Alors, il faut savoir donc ce parc est au centre d'un projet de réaménagement qui vise notamment à l'agrandir, le faire passer de 1,5 hectare à 2 hectares. Ce projet lui-même s'inscrit dans un projet plus vaste de réhabilitation de tout un pan du quartier d'Hydro, avec la construction d'une école élémentaire à proximité de l'école maternelle existante, la réhabilitation des sheds et la réhabilitation des sheds en un relais d'assistance maternelle et une salle d'exposition. Ce projet vise aussi à rendre plus ouvert sur la ville ce parc qui est très utilisé mais qui est finalement peu connu à l'échelle de la ville et du quartier car il est assez peu visible des rues environnantes. Et enfin, vous pouvez voir aussi sur la diapo toutes les parties entourées d'un liseré brun sont des buttes qui fait que ça coupe un peu la vue et ça avait tendance à parfois favoriser le développement de l'économie informelle. Donc voilà, un ensemble de problématiques qui pouvaient trouver une solution avec ce projet de réaménagement. Et une consultation de la population a été lancée en 2014 pour choisir la programmation du parc selon 3 options, tonique, zen, urbain, etc. Et donc c'était l'option tonique, à savoir plutôt orientée jeux et équipements sportifs, qui a été retenue. Et du coup, pendant l'année 2015, un concours de maîtrise d'œuvre entre des paysagistes a été lancé et un groupement a été retenu. Prochaine slide. Alors, le projet de réaménagement, donc là, je vous explique tout ça pour qu'on arrive au cœur du problème. Donc, on peut dire que le projet de réaménagement se caractérise par une programmation importante afin d'optimiser l'espace, qui est autorisé notamment par son agrandissement. Donc là, les sheds en bas à gauche sont absorbés et végétalisés et donc rejoints au parc. Et à droite, dans votre slide, donc nord-ouest, le parc du bailleur social est aussi intégré au square, enfin au parc municipal, d'où ce gain de 0,5 hectare. Donc, pour résumer un peu le projet de ce réaménagement, il y a eu un gros travail prévu sur la végétalisation. Donc, les arbres remarquables ont été tous conservés, d'autres ont été replantés.
On a un vrai travail sur les arbres endogènes, plus la création d'un jardin de type jardin de curé, c'est-à-dire un potager fleuri à l'entrée du parc, voilà, pour un projet qualitatif. Alors, les deux éléments phares de ce parc dans sa phase de réaménagement, c'est la création d'un plan d'eau, vous le voyez en bleu clair, de 1500 m², ainsi qu'une butte de jeu de 5,50 m de hauteur, dont part un grand toboggan. Donc là, c'est un peu au centre, on voit un liseré jaune là, qui se désentortille, c'est la grande butte. Ce que l'on peut dire, c'est sur ce grand plan d'eau, concernant ce grand plan d'eau, c'est donc pareil, un élément de paysage qualitatif qui permet de ramener une biodiversité absente jusque-là sur le site, qui présente évidemment l'intérêt d'être un îlot de fraîcheur dans un milieu urbain dense et très minéral, et qui autorisera d'ailleurs une baignade, puisque la moitié de ce plan d'eau environ est ouvert à la baignade avec une profondeur maximale d'1,20 m. Et elle est séparée du coup du reste du bassin par un muret, avec, il faut le noter, puisqu'il y avait comme une ambition environnementale aussi derrière cela, c'est un traitement de l'eau qui se fait par phytorémédiation et traitement UV. Voilà, donc pour permettre l'accès de ce bassin à un grand nombre d'usagers. Et les aires de jeu, donc vous pouvez voir qu'elles sont très renforcées avec ce qui s'explique aussi par la proximité de l'école élémentaire qui va être construite, plus le résultat de la constitution des habitants. Donc des aires de jeu nombreuses et originales autour de l'eau, des jets d'eau, la butte, de l'escalade, un toboggan, des parcours, et ainsi que des équipements sportifs, skatepark, terrain de foot, etc. sur l'ancienne aire de jeu, la zone qui sur la slide est appelée zone impactée. Voilà, donc le coût de l'opération totale de ce réaménagement, 6,8 millions d'euros. Et donc les permis d'aménagement est autorisé en mai 2018 et donc le chantier a démarré en mai 2018 et il est prévu de s'achever à l'automne 2020. Donc, prochaine slide. Alors voilà où les ennuis commencent. En février 2018, donc dans le cadre du projet de requalification du parc, la ville avait mandaté une société pour la réalisation d'études géotechniques et au cours d'un des forages de cette étude, dans la zone de l'aire de jeu, donc, que vous avez repéré tout à l'heure, on s'est retrouvé en présence de goudron et de bitumineux de façon très dense. Très concentré. Donc là, les photos parlent d'elles-mêmes. Hein, ouais, on se croyait presque au Texas. Donc voilà, on a pu trouver cette pollution de façon importante dès 4 mètres de profondeur, en forte concentration. Donc la ville a mandaté un bureau d'études spécialisé afin de caractériser et dimensionner l'impact, puis d'établir un plan de gestion. Les études de pollution ont montré que déjà qu'il y avait une très forte odeur de goudron sur l'ensemble de la zone, avec des huiles, des irisations. Au niveau des sols, une pollution métallique importante entre 0 et 9 mètres, avec de l'arsenic, du cadmium, du cuivre, du mercure, du plomb, des teneurs ponctuelles en produits organiques volatiles chlorés, des concentrations importantes en hydrocarbures, c'est ce qui ressort le plus, sur les 2 tiers de la zone d'étude, entre 0 et 11,50 m de profondeur, c'est-à-dire jusqu'au toit de la nappe. C'est-à-dire qu'on a une nappe en dessous qui se situe, qui affleure à environ 11 mètres. Au niveau de l'air du sol, des teneurs significatives en solvants chlorés et en hydrocarbures volatiles. Et dans les eaux souterraines, des teneurs en aval de la zone importantes en hydrocarbures et en composés organiques volatiles. Donc, on fait face à une masse totale de terre hydrocarburée vraiment importante, estimée en environ 6250 m3, soit environ 11 300 tonnes. Voilà, donc une pollution massive. Donc l'étude de pollution dans son volet historique et documentaire a pu identifier l'origine de cette pollution. Il se trouve qu'on était exactement au-dessus de l'emplacement du site de l'ancienne compagnie parisienne des asphaltes,
qui était en activité donc, sur ce site entre 1881 et 1972, et comme son nom l'indique, qui s'occupait de la distillerie de goudron, de la fabrication de noir de fumée et de bitume. Donc il y avait toutes sortes d'installations à cet endroit de la zone, hein, des stockages divers, des ateliers de mastic, de peinture, de filtrage d'huile, une fosse, etc. Donc on se situe clairement dans un cadre avant la réglementation Seveso, et on est en situation d'une entreprise qui a disparu, hein, qui a été dissoute, donc pas de recours en matière de recherche de responsabilité. Donc, le premier réflexe aussi, évidemment, a été de mener des études sanitaires, hein, pour permettre de vérifier qu'il y avait bien une compatibilité sanitaire du site en l'état avec les usages à la fois actuels et futurs envisagés dans le cadre du réaménagement. Et donc, dans tous les cas, ça a été confirmé qu'il n'y avait pas d'exposition sanitaire préoccupante, que ce soit sur le parc, au niveau de l'école qui jouxte le parc, ou au niveau des habitations à proximité. Bon, néanmoins, conformément à la méthodologie nationale de la gestion des sites et sols pollués, c'est pas parce qu'il n'y a pas de notion de risque sanitaire qu'une pollution peut être laissée en place, surtout avec ce tel niveau de concentration. Donc, bien sûr, l'objectif a été de traiter cette pollution selon les moyens techniquement et économiquement possibles. Donc voilà, et ça a été donc l'objet du plan de gestion qui nous a été présenté par notre bureau d'études. Du coup, et là vous voyez, hein, sur la slide, hein, donc les plans d'archives où on voit du coup l'emplacement de la compagnie parisienne des asphaltes et le rectangle rouge, délimité de rouge, qui correspond à peu près à la zone de l'aire de jeu. Voilà. Donc slide suivante, super. Du coup, le plan de gestion qui nous a été livré par le bureau d'études qui nous a accompagnés sur toute cette partie a conclu à 3 propositions technico-économiques alternatives pour gérer la pollution. Donc, on était face à 3 options. Une première qui consistait à l'excavation de la zone source par forage de substitution et traitement hors site, pour près de 7 millions d'euros. Une excavation de la zone source avec terrassement sous tente et traitement hors site à 3,4 millions. Et un traitement de la zone par désorption thermique in situ, donc là pas hors site, in situ, pour 3,7 millions. Du coup, très clairement, au vu des contraintes respectives de ces solutions proposées et de leur valeur aussi environnementale, la préférence est allée à la désorption thermique, puisque effectivement c'est un traitement in situ, donc on n'a aucun recours à l'excavation, ce qui a une double vertu, évidemment déjà environnementale, puisque les sols traités restent sur place, ils ne sont pas transformés en déchets et ne vont pas surcharger les infrastructures de stockage. Et puis, elle a une autre vertu, c'est d'un point de vue socio-environnemental et sécuritaire, c'est éviter aussi une noria de camions pour évacuer des tonnes et des tonnes de terre en milieu dense urbain. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que la désorption thermique, hein, il faut quand même le rappeler, puisque ce n'est pas forcément une technique qui est extrêmement connue. Elle est encore assez peu mise en œuvre en France et en Europe. Elle a été lancée à la fin des années 80 aux États-Unis. Alors, c'est une technique de dépollution assez robuste qui permet de dépolluer les polluants organiques de façon très satisfaisante et relativement rapidement. Et en gros, le principe, c'est la mise en place d'aiguilles chauffantes jusqu'à plus de 10 mètres de profondeur qui permet la volatilisation des polluants. C'est-à-dire que les aiguilles vont chauffer jusqu'à 650 degrés pour une température dans les sols de 250 degrés, ce qui permet de volatiliser les sols, puis qui sont récupérés, extraits grâce à un réseau de venting, c'est-à-dire voilà, une espèce d'aspiration où on capte, puis après on va traiter du coup ces polluants volatilisés via divers systèmes à la fois thermiques, chimiques, etc.
Voilà. Et dans notre cas, vu que la zone saturée était en toiture de nappe, il fallait également prévoir un pompage des eaux pour pouvoir traiter la zone saturée à 11 mètres de profondeur. Et du coup, il fallait également prévoir tout un système d'unités de traitement des eaux. Donc, vous pouvez voir quand même donc, que c'est un système assez donc efficace, mais assez lourd aussi à mettre en œuvre. Voilà, surtout que pour dans notre cas de figure, pour augmenter encore l'efficacité, on a prévu de mettre une tente au-dessus du site pour favoriser le traitement des gaz, une dalle béton et des pointes filtrantes pour éviter l'infiltration par les eaux de pluie du site, puisque l'idée, si c'est chauffer le site, c'est qu'il n'y ait pas trop d'absorption d'eau qui viennent de l'extérieur. Voilà, et donc, étant donné que c'est aussi un procédé très complexe à mettre en œuvre, il se déroule en 2 phases. D'abord, il y a une phase test, à la fois en laboratoire et in situ, afin de vérifier que cette technique est bien pertinente pour notre site. Donc, il s'agit de vérifier la montée en température des sols, les taux d'abattement des hydrocarbures, faire un premier test de pompage, etc. Donc, cette première phase test s'est déroulée d'octobre 2019 à mai 2020. Et c'est donc à cette époque que l'on a contacté l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet Reconvertir les friches polluées, qui a donc suivi ce dossier de près, un dossier complexe, et qui a permis d'ailleurs de soulever des questions intéressantes, de tester de la solidité, de la méthodologie, notamment sur le traitement des eaux. Donc nous aussi, ça nous a permis, avec notre bureau d'études, de nous poser les bonnes questions et être sûr qu'on avait une technique à la fois robuste techniquement et aussi ambitieuse environnementalement. Et donc, on a attendu la fin des résultats de la phase test pour être sûr que la technique était pertinente et qu'on pouvait vraiment se lancer dans la phase 2, à savoir la mise en œuvre à dimension réelle sur l'ensemble du site, pour pouvoir engager réellement notre demande d'aide auprès de l'ADEME, et qui donc a finalement abouti avec un soutien à hauteur de 825 000 €, ce qui absorbe plus de 20% du coût global, et ce qui est donc un appui extrêmement précieux pour cette opération donc lourde, mais qui fait appel à une technique innovante et écologiquement intéressante. Voilà, et donc juste pour vous dire que j'en parle comme si c'était fait, mais ce n'est pas encore le cas évidemment, puisque nous sommes encore au milieu du guet, et que toute la phase de traitement par disruption thermique en dimension réelle est encore à venir, et qu'elle devrait démarrer au printemps 2021 après l'installation du chantier pour s'achever en mai 2022. Voilà. Donc, s'il y a des questions pareilles, évidemment, je serai tout à fait disposé à y répondre. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, il y aura peut-être des questions pour ce projet, mais il y a des questions plus globalement sur l'ensemble des interventions. Donc, merci d'abord à l'intégralité des intervenants d'avoir respecté le timing, ce qui n'est pas évident, puisque nous sommes nombreux autour de la table. Avant d'attaquer la partie questions-réponses, juste un point technique. Le webinaire sera accessible en replay, la présentation également, et ça sera adressé à l'ensemble des participants. Pas d'inquiétude. De suite, on passe à la partie questions-réponses, et je pense que ça démarre avec Grégory, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu quelques questions sur la plateforme. Donc déjà, il y a eu un ensemble de questions sur le fait qu'un prestataire, un consultant ou un AMO pouvait créer son compte. Donc là, il n'y a aucun problème, évidemment. Par contre, il faut bien avoir en tête que pour les dossiers, ce sont les porteurs de projet eux-mêmes qui doivent déposer leur dossier et pas les consultants pour le porteur de projet. Mais il est tout à fait possible de créer son compte. Une question aussi, s'il était possible de cocher plusieurs cases d'un même thème, etc. Alors, vous pouvez cocher toutes les cases, ou certaines, ou qu'une seule, il n'y a aucun problème là-dessus. La fonctionnalité le permet, c'est tout à fait ouvert là-dessus. Quelques questions également sur la possibilité d'être informé des changements sur la plateforme, soit par le biais de newsletters ou sur un système d'inscription par des domaines d'intérêt, etc. À ce stade, c'est pas une fonctionnalité qui est prévue. Donc on verra à l'avenir, mais en tout cas, j'ai bien noté cette marque d'intérêt pour cette fonction.
Est-ce qu'on peut enregistrer les dossiers de forme brouillon? En fait, tant qu'on n'a pas envoyé son dossier, il est de fait en mode brouillon. Donc, il peut rester en l'état, être modifié en continu. Et c'est dès que l'on a terminé et qu'on envoie son dossier que, à ce moment-là, il passe en mode définitif. La localisation du projet. Alors, est-ce que c'est le siège social de l'entreprise? Alors, en fait, ce qui est recommandé, c'est plutôt de privilégier la localisation du projet plutôt que le siège social, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir faire un suivi en région et éventuellement avoir une bonne articulation sur la stratégie de l'ADEME en région, éventuellement avec ses partenaires. Donc, c'est plutôt la localisation du projet qui va nous intéresser. Autre question, pour ce qui est des collectivités locales, est-ce qu'on peut bien identifier les interlocuteurs pour les collectivités locales et les appels à projets dédiés? Donc oui, puisqu'on peut soit identifier, cocher la case entreprise, mais on peut aussi cocher la case collectivité et uniquement celle-là. C'est ce qui permet d'identifier les dispositifs dédiés aux collectivités et en fonction des domaines, de pouvoir éventuellement avoir un lien avec l'ingénieur en charge de ces sujets, et donc un lien direct plutôt qu'une boîte générique collectivité. Un point aussi a été évoqué, j'ai deux dernières questions. Un point sur les montants et leur visibilité sur la plateforme. Alors en fait, pour chaque dispositif et appel à projet, il y a dans la présentation de chacun le document, comme je le montrais dans ma présentation, qui est descriptif du dispositif. C'est le cahier des charges en fait du dispositif. Et normalement, dans ce document et en général sur tous, sont indiquées en fait toutes les informations liées au financement, à savoir les taux, les montants plafonds, et ça permet d'avoir une idée de ce qu'il est possible de ce sur quoi il est possible d'avoir un soutien. Je rappelle toutefois que ce sont des montants maximum à chaque fois, évidemment. Et puis, je crois que j'avais une autre question. Oui, alors c'est quelle est la différence entre études, recherche, innovation, investissement? Alors, en gros, pour faire simple, la R&D, on est vraiment sur les démarches amont. C'est-à-dire que là, on va être sur de l'innovation avec parfois des parties d'études, de temps passé, vraiment de recherche. Du prototypage, des choses comme ça. Sur des études, c'est des choses qui sont en général basées sur des cahiers des charges, des diagnostics, un diagnostic multiflux par exemple dans une entreprise ou une étude de faisabilité pour une ressourcerie. Donc on a des cahiers des charges, il y a des choses qui sont déjà posées. Sur les animations, communication, formation, ce sont souvent des dispositifs plutôt dédiés à des relais, des partenaires, mobilisables éventuellement chez les collectivités, mais peut-être beaucoup plus sur des associations d'entreprises, CCI, fédérations professionnelles, où on va financer du temps passé et de la communication. Et puis les investissements, ça parle à peu près pour tout seul, c'est dès que l'on a de l'investissement à mettre. Si on fait une déchetterie professionnelle, il faut du matériel et il faut investir pour la mettre en œuvre. Donc voilà les quelques questions que j'avais eues. Je crois ne pas être passé à côté d'autres questions sur le sujet. Merci Grégory. Je crois qu'il y avait des questions pour Pierre-Louis Cazot. Oui, tout à fait. Un certain nombre de questions sur la décarbonation de l'industrie. Alors, première question, le projet décarbonation est-il uniquement dédié aux industriels et pas aux collectivités? Oui, il s'agit uniquement de décarbonation des sites industriels. Alors, en prolongement, à quoi ont droit les collectivités? Donc, on n'a pas d'appel à projet ADEME sur la rénovation énergétique thermique des bâtiments communaux des collectivités. Le dispositif financier du financement des collectivités se fait via la DSIL. Deuxième question,
un investissement dans le cadre d'une usine nouvelle qui est en train d'être installée, objectif d'ici 2 ans, est-il éligible dès l'instant qu'il répond au périmètre de l'appel à projet décarbonation? La réponse est oui. La seule chose, c'est que vu qu'on ne peut pas le comparer à ce qui est fait actuellement, il sera comparé à une solution de référence qui aurait été mise en place avec cette usine, et l'investissement qui nous est proposé doit être performant du point de vue des émissions du gaz à effet de serre par rapport à une autre solution qui aurait été mise en place. Et puis ensuite, on a 2 questions qui sont un petit peu liées. L'aide à la décarbonation peut-elle s'appliquer à une usine d'incinération de déchets non dangereux au titre de la chaleur fatale qu'il pourrait être logique en été de valoriser sous forme d'électricité via un alternateur? Et la deuxième question, c'est pour récupérer la chaleur fatale, quelles sont les modalités d'articulation du dispositif avec les certificats d'économie d'énergie? La réponse à ces 2 questions, c'est qu'en effet, la valorisation de chaleur fatale fait l'objet de divers dispositifs d'aide. Le premier dispositif, c'est le fait que cette chaleur fatale, vous allez pouvoir la vendre, soit sous forme de chaleur, soit sous forme d'électricité, et donc vous allez avoir un revenu de cette chaleur fatale. Ça s'articule avec d'autres dispositifs que sont le fonds chaleur, le fonds décarbonation, pour les usines d'incinération, des gains au titre de la TGAP qui est due par l'incinérateur et qui sera moins importante si vous avez une meilleure valorisation énergétique. Bref, il y a tout un calcul économique que nous faisons ensemble, et l'objectif de l'aide de l'ADEME est que le dossier, s'il est énergétiquement performant, sorte grâce au complément de financement, soit de cet appel à projet, soit du fonds chaleur. Merci Pierre-Louis. Je crois qu'on passe à des questions qui ont été posées, qui sont plutôt à destination de Séverine. Séverine, je vous laisse y répondre. Oui, donc j'ai eu quelques questions aussi donc, sur l'appel à projet friche. Donc la première, c'était: je comprends donc que pour d'anciennes friches ferroviaires, il faut se positionner sur l'appel à projet recyclage foncier. Donc oui, l'appel à projet recyclage foncier concerne tout type de friche, de tout type de friche déjà artificialisée, mais polluée ou non. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut se positionner sur cet appel à projet. Pour l'appel à projet ADEME, friches polluées, des projets sur terrains portuaires régionaux sont-ils éligibles? Alors, il y a 2 cas qui peuvent être pris en compte. Donc, soit ces terrains ont été anciennement exploités par des installations classées pour l'environnement ou des activités dangereuses. Dans ces cas-là, oui. Sinon, c'est plutôt se reporter sur l'appel à projet recyclage foncier. Dans le cadre du fonds friche, les dossiers doivent-ils être déposés sur la plateforme présentée aujourd'hui ou sur démarche simplifiée? Quelles sont les différences d'utilisation entre ces 2 sites? Donc, pour l'appel à projet ADEME, il faut déposer le dossier sur la plateforme Agir pour la transition, hein, qui a été présentée effectivement aujourd'hui. La plateforme démarche simplifiée, donc ça, c'est la plateforme qui concerne les appels à projet recyclage foncier qui va être mis en place par les préfets de région. Alors, exemple de cas friche, ces 2 cas seraient-ils éligibles? Ancien camping avec de nombreuses plateformes bétonnées, ancienne station-service. Donc, pour ce qui concerne les stations-service, en fonction de seuil, une station-service peut être considérée comme une installation classée pour l'environnement. Donc là, il va falloir regarder la nomenclature par rapport à la station-service et voir si elle est considérée comme une installation classée pour l'environnement. Si oui, dans ces cas-là, on peut candidater à l'appel à projet. Pour l'ancien camping, il va falloir regarder si le terrain a été exploité par des activités polluantes, dangereuses ou pas, en fait. Comme ça, en l'état, je dirais que non, mais il faut rechercher un petit peu plus par rapport aux anciennes
activités qu'il y aurait pu y avoir sur ce terrain. Donc la dernière question, c'est quels sont les AAP auxquels peuvent prétendre les aménageurs publics? Les aménageurs publics, ils peuvent prétendre aux deux appels à projets. Donc que ce soit recyclage foncier ou l'appel à projet de l'ADEME sur les travaux de dépollution. Merci beaucoup Séverine et merci bien entendu aux participants pour excusez-moi, j'ai une dernière question, là je viens de la voir. Alors c'est comment le fonds Friche prend-il en compte un périmètre de ZAC qui comprend une ou plusieurs ICPE qui ne représentent pas la totalité des emprises du foncier d'aménagement? Par rapport à ce périmètre d'ICPE qui n'est pas sur toute la ZAC, l'appel à projet va prendre en considération les travaux de dépollution au niveau des anciens ICPE. Donc nous, ce sera vraiment que la prise en charge des travaux de dépollution. Par rapport à l'appel à projet recyclage foncier, il n'y a pas ce critère d'ancien ICPE ou pas. Donc de toute façon, tout peut être pris en charge avec l'appel à projet recyclage foncier. Et en effet, un site d'aménagement peut regrouper plusieurs fonciers d'anciens ICPE dont la somme des surfaces ne représente pas la totalité du périmètre de la ZAC de reconversion de friche urbaine et industrielle. Du coup, j'ai répondu plus ou moins à la question tout à l'heure. Donc, effectivement, nous, l'ADEME va prendre en charge vraiment les travaux de dépollution dus à une activité d'ancienne installation classée. Donc, on va simplement s'intéresser à la parcelle polluée, en fait. Merci beaucoup Séverine et merci à tous les participants pour les questions. Il reste des questions, c'est Raphaël qui va y répondre et ça tombe bien puisque c'est Raphaël Gerzon qui assure la clôture. C'est peut-être ici Raphaël. Voilà. Raphaël, votre son est coupé. Voilà, vous m'entendez mieux? Donc, un grand merci pour toutes vos questions et pour être encore aussi nombreux, même après 1h30 de webinaire. Je vais effectivement répondre aux dernières questions qui ont été posées parce qu'elles portent sur la suite, c'est-à-dire les autres dispositifs. Et sur les thématiques qui sont couvertes par le plan de relance, mais pas par l'ADEME. Donc, je vais pouvoir clarifier ces deux points. Si on passe à la diapositive suivante, je reviens effectivement sur les autres parties du plan de relance qui n'ont pas été détaillées jusqu'ici. Je vous avais informé au début de ce webinaire que 500 millions d'euros sur les 2 milliards étaient consacrés au renforcement du fonds économie circulaire de l'ADEME et allaient se traduire par un certain nombre de dispositifs. Vous avez ici la liste des 3 dispositifs qui ont déjà été mis en place depuis septembre 2020, puisque ce plan de relance est quand même très récent. Le premier dispositif, c'est le fonds de secours pour les recycleries et les ressourceries. C'est un fonds qui est un véritable fonds d'urgence, en fait, qui a été fait en Île-de-France et qui a permis d'aider, enfin, qui est fait sur l'ensemble du territoire, mais qui a permis d'aider 37 structures en Île-de-France et qui s'est révélé être la première région mobilisée en termes de montant, puisqu'on parle de près d'1,5 million d'euros pour venir en aide à la trésorerie de ces 37 structures en difficulté. Le deuxième dispositif qui a été lancé et clôturé avant-hier, le 1er décembre, c'est l'appel à projet hors plast, hein, objectif recyclage plastique. Donc ça, c'est un appel à projet que l'ADEME opérait déjà et qui est c'est sa 3e édition, et donc les projets viennent d'être reçus et sont en cours d'instruction, mais cet appel à projet reste ouvert puisque la clôture définitive aura lieu en 2022, donc il y a d'autres clôtures pour continuer d'y candidater, et vous avez là le lien sur la plateforme Agir pour y postuler.
Le troisième dispositif qui a été lancé est l'appel à projet sur les CSR, hein, les combustibles solides de récupération. Et là encore, hein, c'est un appel à projet que nous avons l'habitude de faire à l'ADEME, mais dont les fonds ont été renforcés dans le cadre de ce plan de relance. La clôture aura lieu le 14 janvier 2021. Et donc, vous avez encore un peu de temps pour y postuler. Et là encore, vous avez le lien sur la plateforme Agir. Donc ça, ce sont pour les 3 dispositifs économie circulaire qui ont déjà été lancés et qui sont opérationnels. Les autres dispositifs que vous avez pu voir sur le slide initial, le slide de synthèse, vont être lancés en début d'année prochaine. Je ne reviens pas sur le fonds décarbonation, hein, qui était le deuxième et très grand pan du plan de relance et que Pierre-Louis vous a décrit. Le poste suivant était consacré à l'hydrogène. Donc, je vous avais mentionné en début de webinaire que 2 appels à projets étaient ouverts dès maintenant. Ces 2 appels à projets s'inscrivent un peu sur ce continuum, hein, de soutien dont je vous parlais également. Le premier appel à projet est géré par le programme des investissements d'avenir et concerne les briques technologiques et les démonstrateurs. Donc, c'est vraiment la partie innovante, c'est des projets qui va être aidé dans ce cadre. Donc, on est plutôt en amont en termes de TRL. Le programme des investissements d'avenir va donc aider des briques technologiques et les premiers démonstrateurs qui seront ensuite commercialisés. Donc là, le dépôt de ces projets se fait au fil de l'eau jusqu'au 31 décembre 2022. Et vous avez le lien sur la plateforme Agir. L'autre appel à projet plus local, on va dire, qui est géré directement par notre direction régionale, est l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène. Il s'inscrit dans la prolongation des appels à projets sur l'hydrogène qui existaient précédemment, mais là encore avec un fonds qui est passé de 50 millions d'euros à 275 millions d'euros. Et donc là, les projets visés, ce sont vraiment les projets, on parle d'écosystème parce qu'on vise les projets qui incluent la production, la distribution et l'usage de l'hydrogène. Donc, on veut qu'il y ait ces 3 composantes. Le but, c'est vraiment de faire des projets de déploiement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment sur la partie déploiement que nous, on va intervenir. Et donc, on vous encourage à venir nous voir avec des projets intégrés, production, distribution et au moins 50% des usages connus au moment du dépôt du dossier. Et la prochaine clôture a lieu le 17 décembre, donc c'est bientôt, mais il y en aura d'autres après. Et vous avez également le lien sur la plateforme Agir, où vous aurez toutes les informations, notamment les intensités d'aide et les critères d'éligibilité qui seront décrits plus précisément. Donc voilà pour les 2 appels à projet hydrogène. Et ensuite, il y avait à la fin du slide, vous aurez bien sûr tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Il y aura le lien, il y aura le replay, donc vous pourrez re-regarder ça posément. Mais effectivement, il y avait à la fin du deuxième slide de synthèse d'autres dispositifs qui ne sont pas encore lancés, qui seront opérationnels en début d'année prochaine. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le dispositif TPE-PME et à savoir quand est-ce qu'il serait lancé. Donc, je vous dis, il va être lancé début d'année prochaine. Il va y avoir très prochainement, pour pas dire dans les jours qui viennent, un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des relais locaux pour ces appels à projets. Donc ça, c'est pour le tourisme durable. Et pour les TPE-PME, ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est en cours d'arbitrage, mais on vise via cet appel à projet à soutenir des entreprises qu'on va appeler des entreprises engagées pour la transition écologique, c'est-à-dire des entreprises qui auront pour but soit de faire des études de faisabilité, soit de faire des investissements dans des actions de développement durable, sur la mobilité, sur l'économie circulaire. Donc ça va être un premier pan de l'aide qui va leur être consacré, de l'aide à l'étude et aux investissements, et puis de l'aide également aux dépenses qu'on va qualifier de post-innovation,
Donc tout ce qui est analyse de cycle de vie, soutien à l'export, formation, voilà, ce sont les deux champs qui sont en cours de discussion, mais qui devraient être confirmés prochainement pour venir en aide aux TPE, PME qui souhaitent s'engager dans la transition écologique et énergétique. Et donc les précisions et les dispositifs, on espère pouvoir vous les présenter beaucoup plus en détail au webinaire de janvier. Il y a également eu des questions sur la liste de tous les appels à projets, parce qu'il y en a effectivement un grand nombre qui sont lancés, parce que continuent également les dispositifs existants, comme je vous le disais, comme les appels à projets liés au fonds chaleur ou les appels à projets multithématiques liés au fonds économie circulaire. Donc cette liste de projets, d'appels à projets, on pourra également vous la transmettre avec tous les autres documents liés à ce webinaire. Et il y avait enfin des questions sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, on en entend beaucoup parler. Là, pour le coup, ce n'est pas dans le giron de l'ADEME dans le cadre du plan de relance. C'est-à-dire que pour tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments privés ou du petit tertiaire, l'ADEME a mis en place une transition avec un programme qui s'appelle le programme SAR, Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui est financé, donc qui est mis en place dans chaque département francilien et qui sera opérationnel dès le 1er janvier 2021, qui est porté donc par les conseils départementaux avec on va appeler ça des financeurs obligés, puisque en fait le système de financement sera par un financement à l'acte par certificat d'économie d'énergie. Donc ça ne passe plus par l'ADEME. L'ADEME continuera bien évidemment d'accompagner les ALEC, les agences locales énergie-climat et les autres porteurs, mais pour de la formation, le soutien en tant que tel à la rénovation énergétique pour les particuliers et le petit tertiaire se fera via les conseillers FAIRE et qui seront financés par le programme SAR. Donc ça, c'est pour la partie individuelle et tertiaire. Et pour les bâtiments collectifs et les bâtiments des collectivités, là, ça passe par les services déconcentrés de l'État, puisque ça sera financé via la DSIL. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas parlé aujourd'hui d'appel à projet sur cette thématique, même si c'est un élément très important du plan de relance, mais ça ne fait pas partie des actions qui ont été fléchées directement sur l'ADEME. Donc voilà pour les questions que j'avais relevées me concernant, et ce qui me permet donc de conclure sur l'ensemble des dispositifs qui vous ont été présentés aujourd'hui. Je remercie les intervenants qui vous ont fait des présentations à la fois concrètes. On a voulu faire ça de façon détaillée pour la plateforme Agir parce qu'on sait que c'est une interface qui mérite d'être explorée parce qu'elle concentre tous les appels à projets et donc il faut que vous soyez familier et confortable quand vous y alliez parce que c'est vraiment la source d'information. Et bien évidemment, vous avez également tous les contacts liés aux appels à projets et puis les intervenants d'aujourd'hui qui seront à votre disposition pour vous accompagner dans le dépôt de dossier. Malheureusement, on n'est qu'une trentaine pour toute l'Île-de-France. Par exemple, Pierre-Louis est tout seul pour le fonds décarbonation. Donc, on ne peut pas faire de l'ingénierie de projet. Et en plus, je précise que Pierre-Louis est à cheval sur 2 régions. Donc, on ne peut pas faire de l'ingénierie de projet. Par contre, on peut vraiment vous guider dans le dépôt du dossier pour qu'il réponde aux critères, qu'il soit éligible, parce que notre objectif, c'est vraiment d'engager ces fonds du plan de relance qui sont très conséquents. Donc, on vous encourage vraiment à venir nous voir. Tout va passer par des appels à projets. Donc, déposer des projets aux différents appels à projets. Nous, on va continuer à vous informer via des webinaires très réguliers sur les dispositifs lancés. On vous fera également des retours d'expérience sur les projets déposés. Donc, voilà, par rapport à tous ces appels à projets qui vont être lancés, on espère en avoir
de très bonnes récoltes et pouvoir vous accompagner dans la transition écologique et énergétique ces 18 prochains mois, parce que c'est un plan de relance qui va durer 18 mois. Et donc, je vous donne rendez-vous en janvier pour ce prochain webinaire, le 19 janvier. Et je vous remercie d'être encore 300 en cette fin de webinaire connecté. On est très heureux d'avoir suscité autant d'intérêt. On espère que vous serez toujours aussi nombreux et puis surtout nombreux à venir nous voir pour déposer des projets. Donc, je vous remercie et je vous souhaite, avec un petit peu d'avance, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt.